Et c'est l'heure du journal de l'économie avec Mariam Pirzadeh. Bonjour Mariam. Bonsoir Pauline. Alors on va ouvrir cette édition avec les arbitrages décidés par le gouvernement Ayrault après la remise du rapport de Louis Gallois. Il reprend la quasi-totalité des préconisations de ce rapport pour relancer la compétitivité en France. Une série de mesures sera donc mise en place comme un crédit d'impôt de 20 milliards d'euros pour les entreprises et une hausse de la TVA dès 2014. Explication de Cécile Galluccio. 24 heures après la remise du rapport Gallois, Jean-Marc Ayrault a présenté ses mesures pour relancer l'économie. La principale, c'est le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. En clair, un allègement de 20 milliards d'euros. Un chèque sera remis à toutes les entreprises en fonction de leur nombre de salariés. Pour les sociétés, c'est l'équivalent d'une baisse des cotisations patronales de 6%. Ce crédit d'impôt aura un impact sur toute la chaîne de production en France, dans l'industrie comme dans l'agriculture et dans les services. Pour bénéficier du crédit d'impôt, 2 conditions. Garder l'emploi en France et investir. Ce patron aurait préféré une autre solution. D'abord, il faut payer des impôts. C'est sur l'exercice 2013, donc les impôts payés en 2014. Donc, ça peut être une usine à gaz, notamment pour les PME, alors qu'une baisse des charges immédiate aurait pu avoir un impact immédiat sur l'emploi et sur la compétitivité des entreprises. Mais qui va payer ces 20 milliards d'abaissement de charges ? Une hausse de la TVA va concerner tous les contribuables à partir de 2014. Le taux normal passera de 19,6 à 20%, de 7 à 10% dans la restauration et le bâtiment. Au total, 10 milliards d'euros d'impôts supplémentaires pèseront sur les Français. Pour les syndicats, c'est encore une mesure qui favorise les entreprises et qui pénalise le pouvoir d'achat des Français. Le gouvernement a déjà prévu un abaissement de la TVA pour les foyers les plus modestes. Enfin, pour faire passer la pilule, l'État entend réduire ses dépenses de 10 milliards d'euros supplémentaires. Et on jette un œil à présent, Mariam, sur la clôture des marchés européens à quelques heures de la présidentielle américaine. Eh bien, c'est du vert partout, Pauline. La bourse de Paris termine en hausse de 0,8% à plus de 3400 points, plus 0,7% également pour le FTSE et le DAX. Dans le reste de l'actualité, en bref, de nouveaux repreneurs en lice pour Petroplus. Un fonds libyen se dit intéressé par la reprise de la raffinerie. La société pétrolière Net Oil a, elle, renforcé son offre en s'associant avec le constructeur sud-coréen Hyundai et le géant pétrolier BP. Le tribunal de commerce de Rouen se réunira à nouveau dans une semaine pour décider d'une possible prolongation de la période de dépôt des offres. BMW reste le numéro 1 mondial du haut de gamme. Le constructeur allemand dévoile des résultats nettement supérieurs aux prévisions. Le groupe enregistre un 3e trimestre record en termes de ventes et de chiffre d'affaires, plus 14% pour le chiffre d'affaires. Une belle performance expliquée entre autres par la forte croissance en Chine et en Amérique du Nord. En revanche, Nissan revoit ses ventes à la baisse, en cause une baisse de ses ventes en Chine, surtout un yen fort et la crise européenne. Le constructeur japonais revoit donc ses prévisions annuelles. Les ventes de Nissan en Chine, premier marché mondial pour l'automobile, ont chuté de plus de 40% en octobre. Les autres constructeurs nippons comme Toyota et Honda ont également été affectés à la suite de la nationalisation d'îles par le Japon, des îles revendiquées par Pékin. Pauline. Et c'est désormais habituel, la Grèce est entrée en grève pour 48 heures ce mardi. Une grève générale qui touche les secteurs privés et publics, on peut dire, pour dire une fois de plus non à la rigueur. Oui, une fois de plus, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, aucun transport en commun n'était sur nos marchés. Les services publics étaient fermés. La Grèce tournait au ralenti. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, vous le voyez sur ces images, ont manifesté dans les rues d'Athènes et de Salonique. Et c'est justement demain que le Parlement va voter un projet de loi budgétaire très controversé, Pauline, puisqu'il prévoit 18 milliards d'euros d'économies à réaliser jusqu'en 2016, dont la moitié pour la seule année 2013. Il prévoit des coupes dans les salaires, les retraites ainsi que les aides sociales. Nelson Mandela a ses propres billets de banque. Et oui, depuis aujourd'hui, la Banque centrale d'Afrique du Sud a mis en circulation des billets à l'effigie de l'ancien président sud-africain. Les nouveaux billets de 10, 20, 50, 100 et 200 rands portent donc désormais l'image de Nelson Mandela d'un côté, tout en maintenant de l'autre côté les 5 animaux symboliques du pays qui sont le lion, l'éléphant d'Afrique, le buffle, le léopard et le rhinocéros. Oui, ça fait 5. Oui. Alors, on va passer à la grande actualité
de ce jour, hein, les États-Unis. On va parler de la falaise fiscale américaine. C'est le surnom donné par les économistes à cette échéance située entre aujourd'hui et le 31 décembre. Oui, cette falaise fiscale qui menace les États-Unis de récession. Cette falaise fiscale, elle pourrait obliger la première économie mondiale à mener des coupes budgétaires très importantes dans les dépenses de santé notamment et de défense dès le mois de janvier. Alors nous retrouvons tout de suite Cyril Vagny à Washington pour mieux comprendre en quoi consiste cette falaise fiscale. Cyril, que craignent les économistes? C'est une falaise que les économistes craignent très fort. Elle n'a pas du tout été évoquée pendant la campagne par les deux candidats. Alors c'est vrai, et pour que nos téléspectateurs comprennent, je vais vous ramener un an en arrière, le chapitre 1 de cette histoire. Comment tout cela a-t-il commencé? Eh bien, les États-Unis étaient en train d'atteindre le plafond de la dette autorisée par le Congrès. Et c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Il faut que le Congrès relève le plafond de la dette. À mesure que chaque budget déficitaire creuse la dette nationale, il faut périodiquement relever le plafond de la dette. C'est normalement une formalité. Eh bien, l'année dernière, les rancœurs partisanes entre démocrates et républicains étaient telles que les deux camps n'ont pas réussi à se mettre d'accord et les États-Unis étaient à quelques heures de ne plus pouvoir rembourser leurs dettes. Ça a d'ailleurs participé à leur déclassement auprès des agences de notation. Vous vous souvenez que les États-Unis avaient perdu leur note, leur fameux triple A. Eh bien, pour se mettre d'accord, les États-Unis, les républicains et démocrates ont dit, bon, ce qu'on va faire, c'est en deux étapes. D'abord, on relève un petit peu le plafond de la dette, et puis dans un deuxième temps, on va prendre le temps, on va créer un comité bipartisan, républicains et démocrates, qui vont prendre le temps, à tête reposée, de décider où est-ce qu'on trouve de l'argent. Est-ce qu'on augmente les impôts, ou est-ce qu'on coupe les dépenses du gouvernement, un petit peu des deux, dans quelle proportion? Voilà, tout ça sont des questions absolument cruciales. Et eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de réponse à ces questions. Et pour mettre la pression sur ce comité, afin que le comité se décide, eh bien, il avait été décidé de mettre en place des coupes budgétaires automatiques. Et donc le 31 décembre au soir, si républicains et démocrates ne se sont pas mis d'accord, il y aura des coupes tout à fait drastiques dans les dépenses publiques américaines. On estime qu'il pourrait s'agir de jusqu'à 5% du PIB américain. Ça serait la cure d'austérité la plus profonde jamais connue par les États-Unis. Et surtout, ça pourrait envoyer les États-Unis à nouveau en récession à l'horizon début 2013. Donc vous comprenez l'importance d'un accord, d'un compromis entre républicains et démocrates. Et effectivement, en cette période électorale de compromis, il n'en a pas du tout été question. Donc on verra si, en fonction évidemment de la tournure que prend cette élection, si c'est Barack Obama ou si c'est Mitt Romney à la Maison-Blanche, et aussi en fonction de la tournure que prennent les élections législatives, on verra quel accord peut être trouvé d'ici la fin de l'année. Alors Cyril, on l'a bien compris, l'économie a motivé le vote des Américains. C'est la priorité numéro 1 pour les électeurs et les candidats l'ont compris puisque cette campagne a été une véritable bataille de chiffres. Oui, et selon qu'on est démocrate ou républicain, on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Barack Obama se vante de son bilan, expliquant que l'économie américaine a créé, ces chiffres ont été publiés vendredi dernier, 170 000 emplois en octobre. Il se vante que le chômage soit en dessous de la barre des 8%, c'est la première fois depuis son mandat. Mitt Romney, lui, voit le verre à moitié vide, explique que 23 millions d'Américains sont soit au chômage, soit à la recherche d'un emploi stable, et que cette reprise économique qui est réelle aux États-Unis est extrêmement lente et qu'il faut donc un homme d'affaires à la tête du pays pour accélérer la reprise économique. Et cet homme d'affaires, évidemment, c'est lui-même. Merci beaucoup Cyril Vagny en direct de Washington et merci beaucoup Myriam, c'est la fin de ce journal de l'économie. Restez avec nous dans un instant, l'actualité continue sur France 24 et on continue évidemment à parler de cette élection présidentielle aux États-Unis.